Et bonjour à toutes et à tous. Quand on parle propagande, on a en premier lieu en tête les images affichées pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale ou aux affiches utilisées durant les campagnes présidentielles. Et pourtant, la propagande, ça passe aussi par d'autres vecteurs. Dans cet épisode, nous allons voir diverses facettes de cette pratique, tant du côté du Troisième Reich que de l'URSS ou encore chez ce bon vieil oncle Sam. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il faut bien définir ce qu'est la propagande. La propagande, c'est un ensemble de procédés mis en place afin de jouer sur l'opinion publique. On peut distinguer trois grands axes: le culte du chef, le dénigrement de l'ennemi et enfin la propagation d'une idéologie. L'une des affiches les plus connues aujourd'hui est la fameuse We Can Do It de John Howard Miller. Dans cette affiche, largement détournée et réinterprétée depuis 1943, nous pouvons voir une femme qui se retrousse les manches, qui est musclée, dont les cheveux sont dans un bandana à pois, manucurés et maquillés, et subtilement habillée des couleurs du drapeau américain, le bleu, le blanc et le rouge. Ah, le subtil appel au patriotisme par les couleurs. Étonnamment, cette affiche est restée assez confidentielle jusque dans les années 80, moment de sa redécouverte, et depuis, elle est grandement reprise et utilisée par les mouvements féministes. En même temps, c'est clairement une affiche qui s'y prête. Dès son arrivée au pouvoir, le petit moustachu et son parti politique de bas du front vont très vite comprendre l'importance de la propagande et du pouvoir des images. Un ministère sera entièrement dédié à cet office et ce dernier sera géré d'une main de fer par Joseph Goebbels et ses sbires, imposant un contrôle total dans tous les aspects de l'imagerie. Et on peut dire que cette politique a bien fonctionné, surtout de la façon dont les artistes vont être impliqués dans la politique du régime. Et l'une des premières œuvres sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui est une sculpture. Cette réalisation en bronze, d'une taille impressionnante, est une production d'Arno Breker, à la fois architecte, sculpteur et artiste officiel du régime. Ici, il nous donne à voir avec Die Partei ou encore le porte-flambeau, une sculpture qui reprend de nombreux codes de la sculpture gréco-romaine. Et nous pouvons les voir dans plusieurs points. Le sujet est présenté nu, avec les muscles saillants et portant le flambeau à bout de bras. Ici, l'artiste insiste sur plusieurs points: le culte du corps, de la force et de l'alliance entre forme physique et race aryenne. En gros, il n'y a qu'eux qui sont beaux, ils sont forts. Les autres, non. N'oublions pas que le flambeau qui vient lui rappeler l'idéologie politique et le fait que cette dernière est censée montrer la voie. Arno Breker réalisera une seconde statue pour aller de pair avec Die Partei, Die Wehrmacht, reprenant exactement les mêmes procédés de représentation et remplaçant cette fois le flambeau par un glaive. Die Partei sera détruite lors des bombardements de la ville de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Die Wehrmacht sera retrouvée en 2015 chez un collectionneur à Kiel. La propagande passera aussi par l'architecture. Un projet monumental devait voir le jour au lendemain de la guerre et de la victoire de l'Allemagne, la capitale mondiale Germania. Une version améliorée de la ville de Berlin si on veut, sorte de capitale du monde. Impressionnante par sa taille et par sa réalisation, c'est l'architecte Albert Speer qui devait réaliser ce projet pharaonique, s'inspirant des grandes cités de l'Antiquité. Composé d'un axe nord-sud et d'un axe est-ouest, nous pouvons observer la présence en enfilade de la nouvelle gare de Berlin, d'un arc de triomphe gigantesque et de la halle du peuple, bâtiment dédié au discours officiel. On peut aisément imaginer aussi les défilés militaires prenant place sur cette voie. Le projet ne verra jamais le jour suite à la défaite de l'Allemagne nazie. La propagande du régime aura eu aussi un effet dévastateur pour les artistes et les institutions qui ne rentrent pas dans le carcan. Ils seront surtout qualifiés de dégénérés et les sbires du parti feront tout pour les faire disparaître d'Allemagne et de la scène internationale. Ainsi, le Bauhaus, célèbre école d'architecture et d'art appliqué, sera fermé dès 1933 et de nombreux artistes et professeurs de l'école quitteront le pays pour s'exiler aux USA afin de retrouver la sécurité. Nous pouvons aussi mentionner Autodis, le peintre des gueules cassées, qui sera vivement critiqué par les autorités. Ces dernières mettront en place l'art allemand
officielle prônant le beau issu de l'esprit arien. Chez les soviétiques, les mêmes procédés vont être mis en place. Et chez eux, l'art va être utilisé à des fins de contestation contre la bourgeoisie et l'art bourgeois. Comme le peintre Rodchenko et son tableau Pur Rouge réalisé en 1921 dans lequel on ne voit que du rouge. Ce monochrome se voudra la mort de la peinture, ce tableau devant être le dernier tableau jamais réalisé. Et la propagande russe va passer énormément par les affiches et les productions plastiques et surtout graphiques, de plus en plus nombreuses à la gloire du socialisme et du communisme, comme celle du 17e congrès du Parti communiste de 1934. Nous pouvons voir plusieurs éléments mettant en avant donc la gloire du parti et surtout de ses leaders. En haut à gauche, Lénine, campé sur ses deux jambes, le dos droit sur un fond noir, pointant du doigt le drapeau soviétique et surplombant une scène de combat, celle de la prise du palais d'hiver lors de la révolution d'octobre 1917. La direction qu'il montre, c'est celle de l'Union des ouvriers et des paysans, l'idéal soviétique. En bas à droite, le petit père des peuples, Joseph Staline. Contrairement à son prédécesseur, il nous est présenté mi-buste, la main sur la balustrade et avec en arrière-plan son grand plan pour l'URSS, l'industrialisation et la modernisation du pays. Et tout en bas, un bandeau nous présente une foule manifestant son soutien et sa pleine confiance au dictateur pour poursuivre et réaliser le rêve de Lénine. Les officiels soviétiques utiliseront aussi énormément l'industrie cinématographique pour faire passer le message de la révolution. Dans le film de 1905, le cuirassé Potemkin, c'est la révolution des marins, la révolte des marins représentant le peuple, contre les officiers qui eux représentent la bourgeoisie et le pouvoir. Ce film est une commande au réalisateur Sergei Eisenstein afin de commémorer, comme je disais, la révolution de 1905. Le réalisateur donnera à voir donc un film de propagande qui va dépeindre les forces tsaristes comme étant des monstres sanguinaires. En témoigne la scène de l'escalier d'Odessa, scène de 6 minutes, dans laquelle les soldats du tsar massacrent les civils en guise de représailles. Et ces soldats sont présentés comme des machines inhumaines, contrairement aux marins qui, eux sont le peuple, sont humains. Interdit dans de nombreux pays, le film est encore considéré aujourd'hui comme étant le plus grand film de propagande jamais réalisé. Et maintenant, pour conclure cette partie sur la propagande soviétique, comment ne pas parler d'une des photos les plus célèbres de l'armée rouge. La prise de Berlin en mai 1945 par les forces soviétiques va donner lieu à l'une des photos les plus emblématiques de la chute du Reich et les plus emblématiques du monde encore aujourd'hui. Et nous la devons à un photographe, Evgeny Kaldey, correspondant de guerre pour l'armée rouge, qui sera à l'origine de ce cliché, le drapeau rouge sur le Reichstag, réalisé le 2 mai 1945, soit lors de la chute de la capitale allemande. Et cette photo n'est jamais qu'une mise en scène à des fins de propagande, mais tout en s'inspirant d'une autre photo. Et justement, la photo dont s'inspire Kaldey n'est autre que la célèbre photo de Joe Rosenthal, Raising the Flag on Iwo Jima, en février 1945. En effet, cette photo, peut-être l'une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, nous donne à voir énormément de choses, tant dans la composition que dans la dramaturgie qui s'en dégage. Le geste figé, des marines qui semblent galérer sous le poids du mât du drapeau, la violence des combats qui sont présents aux pieds des soldats, mais aussi les efforts des individus dans un travail collectif afin de gagner la guerre. Et pourtant, cette photo n'est jamais que la seconde levée du drapeau sur le mont Suribachi. Le premier drapeau, trop petit, sera remplacé par celui de la photo de Rosenthal. Longtemps considéré comme une mise en scène, le film de Bill Genaust, un sergent des US Marines, nous prouve que Rosenthal a su capturer l'instant qui deviendra iconique. Tellement iconique que la photographie sera le modèle de la sculpture qui surplombe le mémorial d'Arlington, près de Washington, où, bien évidemment, à ce moment-là, a levé des fonds pour l'effort de guerre. Et en parlant de levée de fonds, qui de mieux placé que ce bon vieil oncle Sam? Cette affiche de Newell Converse Wyatt nous montre l'allégorie de l'Amérique,
l'oncle Sam donc, dans son fameux costume reprenant les couleurs du drapeau américain, dominant la scène de par sa taille et pointant du doigt l'horizon tout en tenant une gigantesque bannière étoilée. Il est intéressant de voir que le doigt tendu peut nous indiquer deux choses, à la fois l'horizon, la victoire qui ne saurait tarder grâce aux forces armées, et le chemin qu'il faut prendre pour l'atteindre, et aussi le bon citoyen américain qui doit mettre la main à son portefeuille, alpagué par la phrase « Buy war bonds » afin de permettre à l'industrie de guerre de créer des bombardiers, ainsi que les munitions qui vont les équiper, mais aussi le matériel pour les soldats que l'on voit tout en bas de l'affiche. La propagande va aussi jouer sur les émotions, comme avec cette affiche rappelant l'attaque de la base navale de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Et cette réalisation d'Allen Sahlberg est clairement blindée de symboles. L'image est coupée en deux. Sur le côté gauche, un ciel bleu, à droite une grande fumée noire laissant entreapercevoir les flammes, et au milieu se dresse fièrement le drapeau américain, déchiré, troué, mais flottant toujours au vent. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans ce drapeau, c'est que la plus grande zone déchirée laisse entreapercevoir le ciel bleu, montrant d'une certaine façon qu'après la pluie, ici une pluie de bombes bien évidemment, le beau temps. Le texte aussi nous montre la volonté de jouer sur les sentiments des civils en leur stipulant qu'ils sont bien décidés à ce que les morts ne soient pas morts en vain. Avec un bon appel au souvenir, en lettres capitales et en rouge, nous montrons donc la date. Une façon de rappeler au peuple américain cette attaque des forces japonaises un petit peu fourbe. Et pour conclure avec les Américains, cette dernière affiche faisant appel aux forces les plus importantes du pays, les ouvriers. Alors ça vous rappelle pas quelque chose, l'appel aux ouvriers? Alors rien de bolchevique dans cette affiche, uniquement un appel aux hommes et aux femmes dans les usines, afin que cette force de travail mette encore plus la main à la pâte pour détruire ce monstre à double tête représentant Hitler et Hirohito. L'auteur de cette image va jouer sur la façon dont vous allez la regarder. Ici, celui qui va détruire le monstre, eh bien c'est vous. Du personnage, nous ne voyons que la main, stipulant qu'elle est le prolongement de votre propre corps, et que c'est cette main qui tient une bonne grosse clé estampillée Production, qui va frapper ce monstre qui est en train de détruire la Statue de la Liberté et qui tient dans son autre main un long couteau ressemblant étrangement à un flambeau. Cette image peut être bien évidemment mise en relation avec l'image montrée en tout début de vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Bien évidemment, parler de la propagande est une chose extrêmement complexe et analyser des images tout autant. Beaucoup de représentations, qu'elles soient graphiques, picturales, photographiques ou encore sculpturales, sont nées dans un contexte de tension politique, sociologique, durant l'un des événements les plus traumatisants de notre histoire récente. J'espère tout du moins que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles choses, de vous enrichir d'un point de vue des connaissances. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune nouveauté. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.